Chers élèves de la deuxième année collégiale, section internationale, voici le dernier chapitre du programme intitulé L'hérédité chez l'homme. Tout d'abord, on commence par les objectifs de ce chapitre. Premièrement, distinguer les caractères de l'espèce et ses variations individuelles. Deuxièmement, savoir lire et analyser un arbre généalogique. Et troisièmement, découvrir la localisation du programme génétique responsable des caractères héréditaires. On commence par un petit rappel. Premièrement, la cellule. C'est l'unité d'organisation de tous les êtres vivants. Deuxièmement, la cellule possède un noyau, une membrane plasmique et un cytoplasme. Troisièmement, notion de l'espèce. C'est un ensemble d'individus qui se ressemblent et qui se reproduisent uniquement entre eux. Situation de départ. Nous ressemblons généralement plus ou moins à nos parents ou bien à nos grands-parents. Comme ce que vous voyez sur cette image, les individus de cette famille-là ont des ressemblances. Et la question qui se pose, pourquoi leur ressemble-t-on? Également, que nous ont-ils réellement transmis? Transmission des caractères héréditaires chez l'homme. Premièrement, définition. Il existe des caractères propres à l'espèce humaine, c'est-à-dire communs à tous les êtres humains, comme par exemple avoir un nez, des cheveux, des pieds. Ces caractères sont appelés les caractères spécifiques. Mais chaque individu possède des particularités qui permettent de le différencier des autres individus. Par exemple, la couleur des cheveux, la forme du nez, la taille. Ces caractères sont des caractères individuels, ça veut dire propres à l'individu. On remarque que les caractères spécifiques et la plupart des caractères individuels se transmettent d'une génération à l'autre. Ça veut dire qu'ils passent d'une génération à l'autre. Donc, on appelle ces caractères des caractères héréditaires. Remarque, parfois les facteurs environnementaux peuvent modifier certains caractères. Par exemple, la couleur de la peau qui change sous l'action du soleil, l'apparition de la carie dentaire et également les muscles développés chez l'individu. Ces caractères ne sont pas des caractères héréditaires. Notion de l'arbre généalogique et la transmission des caractères héréditaires. Notion de l'arbre généalogique. Un arbre généalogique est représenté par des symboles. Chaque symbole a une signification. Dans un arbre généalogique, les mâles sont représentés par des carrés et les femelles par des cercles. Un arbre généalogique commence toujours par un couple. Ce couple constitue la première génération. Le couple de la première génération va avoir des enfants. On parle ici de la deuxième génération. Les individus de chaque génération sont numérotés toujours de la gauche vers la droite. Si on a un accouplement au niveau de la deuxième génération, les individus issus
de cet accouplement constitue une troisième génération, et ainsi de suite. L'étude d'un exemple d'arbre généalogique. L'arbre généalogique suivant représente l'étude du caractère couleur des cheveux. Ici, les parents, qui sont des individus de la première génération, présentent des cheveux de couleurs différentes. Le père a des cheveux noirs et la mère a des cheveux bruns. Ce caractère passe de la première génération à la deuxième génération. On remarque que les individus de la deuxième génération présentent ce même caractère, ça veut dire les cheveux noirs et les cheveux bruns. Les individus 2, 3 et 5 présentent des cheveux noirs et les individus 4 et 6 présentent des cheveux bruns. Pour les individus de la troisième génération, on remarque qu'ils présentent trois types de cheveux. Ici, on remarque que les individus 2 et 3 présentent les cheveux de leurs parents, mais le premier individu présente les cheveux de la grande-mère. Ça veut dire le caractère de la première génération qui passe ou bien qui apparaît à la troisième génération. Donc, on dit ici que le caractère couleur des cheveux passe d'une génération à une autre, alors c'est un caractère héréditaire. Par définition, un arbre généalogique est une représentation sous forme d'arbre. De quoi? Des relations existant entre des membres d'une famille. Il permet de suivre la transmission des caractères et même les maladies à travers une famille. Le deuxième axe du cours, le rôle des chromosomes dans la transmission des caractères héréditaires. Premièrement, la localisation de la matière génétique. Hypothèse. D'abord, la question posée ici, où se localise la matière génétique qui est responsable des caractères héréditaires? La première hypothèse, peut-être la matière génétique se localise au niveau du noyau. La deuxième hypothèse, peut-être la matière génétique se localise au niveau du cytoplasme. Une troisième hypothèse, peut-être la matière génétique se localise au niveau de la membrane plasmique. Expérience pour tester les hypothèses. Pour déterminer la localisation de la matière génétique responsable des caractères héréditaires, des expériences ont été réalisées sur des vaches qui diffèrent par la couleur de la peau. L'expérience est réalisée sur 3 vaches. Une première vache va donner la cellule œuf. Je rappelle que la cellule œuf est le résultat de la fécondation. La deuxième vache va donner son ovule. On élimine le noyau de l'ovule et on le remplace par le noyau de la cellule œuf. Le résultat, c'est une nouvelle cellule œuf. Cette cellule œuf va être reçue par une troisième vache. Après la gestation, la vache 3 nous donne un veau qui a des caractères de la vache 1. La vache qui a participé par son noyau, le noyau de la cellule œuf. Conclusion. On déduit de ces expériences que la matière responsable des caractères héréditaires est bien localisée dans le noyau de la cellule. C'est la matière génétique.
Deuxièmement, les chromosomes sont le support de la matière génétique. Premièrement, l'observation microscopique du noyau. Le contenu du noyau de la cellule. Observons les figures suivantes. La figure à gauche représente une observation au microscope photonique du noyau de cellules des glandes salivaires de chironome. Je rappelle que le chironome est un insecte. La deuxième figure, à droite, représente une observation des filaments colorables du noyau d'une cellule. Alors ici, l'observation microscopique nous montre l'existence de filaments ou bien de bâtonnets à l'intérieur du noyau. Ces filaments sont appelés des chromosomes. Un chromosome est constitué de filaments enroulés appelés l'ADN. Ce dernier porte des gènes responsables des caractères héréditaires, comme le montre la figure suivante. À retenir. Les noyaux de toutes les cellules contiennent des filaments courts et épais appelés chromosomes. Ces derniers portent des gènes responsables des caractères héréditaires. Deuxièmement, l'étude du karyotype chez l'homme. Les deux figures suivantes représentent deux karyotypes différents. À gauche, le karyotype masculin, celui de l'homme. À droite, le karyotype féminin, celui de la femme. Par définition, le karyotype est l'ensemble des chromosomes d'une cellule, classés dans l'ordre décroissant de leur taille. Si on compte le nombre de chromosomes, on constate qu'il existe 23 paires, c'est-à-dire au total, il y a 46 chromosomes. Si on compare les deux karyotypes, on va remarquer que la dernière paire de chromosomes diffère. Pour le karyotype masculin, la dernière paire de chromosomes est symbolisée par les lettres XY, et pour le karyotype féminin, cette dernière paire est symbolisée par les symboles XX. On dit que la dernière paire de chromosomes est déterminant du sexe. Ce sont les chromosomes sexuels. Remarque, toutes les cellules de l'organisme possèdent les mêmes chromosomes que la cellule œuf, la cellule issue de la fécondation. Troisièmement, la transmission des chromosomes au cours de la fécondation. Les documents suivants, A et B, représentent les karyotypes des gamètes chez l'homme. Petit a, le karyotype d'un spermatozoïde. Petit b, le karyotype d'un ovule. Question. Dénombrez les chromosomes des karyotypes A et B. Deuxièmement, déduire la différence entre le karyotype d'un gamète et celui d'une cellule œuf. Tout d'abord, les deux karyotypes ne font pas apparaître des paires de chromosomes, mais des chromosomes individuels. Si on compte le nombre de chromosomes pour chaque karyotype, on trouve 23 chromosomes pour chaque karyotype, soit le karyotype du spermatozoïde ou bien de l'ovule. Donc, si on compare le karyotype d'un gamète à celui de la cellule œuf, on déduit que les gamètes contiennent la moitié des chromosomes contenus dans une cellule œuf. Comment se forment les gamètes?
Observons les figures suivantes. La figure à droite représente une coupe au niveau d'un tube séminifère, le lieu de formation des spermatozoïdes. Ici, on constate qu'une cellule souche qui représente le deuxième chromosome, ici N représente le nombre de chromosomes individuels, ça veut dire que deuxième elle est égale ici à 46 chromosomes. Cette cellule, après la division, nous donne deux cellules filles à N chromosomes. N est égal à 23 chromosomes. Donc, au cours de la division de la cellule souche, le nombre de chromosomes se subdivise en deux. Le résultat, deux cellules filles, un nombre moitié de chromosomes. Les cellules issues de la division de la cellule souche sont ou bien vont constituer les spermatozoïdes. Chaque spermatozoïde contient un nombre n de chromosomes, ça veut dire 23 chromosomes, qui est la moitié du nombre total des chromosomes contenus dans la cellule souche. La deuxième figure à gauche représente la cellule souche du gamète au cours de la division. Ici, on constate que le nombre total des chromosomes contenus dans le noyau est subdivisé en deux moitiés. Conclusion. Lors de la formation des gamètes, chaque paire de chromosomes se divise en deux pour avoir deux cellules à 23 chromosomes. Que se passe-t-il au cours de la fécondation? Lors de la formation des cellules reproductrices, les chromosomes d'une paire se séparent, puis chaque chromosome double se divise en deux. Chaque cellule reproductrice reçoit un seul chromosome de chaque paire. Donc chaque cellule reproductrice contient un nombre qui est la moitié du nombre total des chromosomes de la cellule souche. Au cours de la fécondation, c'est-à-dire la rencontre des cellules reproductrices, le nombre total des chromosomes va devenir 46 chromosomes. C'est-à-dire que la fécondation rétablit le nombre total des chromosomes de l'être humain, qui est 46 chromosomes. Bilan. Un individu est issu du développement d'une cellule appelée cellule œuf. La cellule œuf est issue de la fécondation entre une cellule sexuelle mâle et une cellule sexuelle femelle. L'œuf est donc porteur des caractères héréditaires comme la couleur des cheveux, la forme du nez.